être journaliste, c'est risqué, c'est ça. C'est un peu les oreilles, les yeux de la population. Mais la vie est un choix. Vous avez choisi d'être journaliste, donc il faut en assumer les risques. Nous sommes ici, là, nous-mêmes, tout métier est à risque. Nous sommes ici, là. Un jour, là, je peux être en train de parler, je vais avaler ma langue. Ça, c'est les risques du métier. Ça arrive. Ça peut arriver. Donc, et puis je vais assumer ça. C'est des risques. Moi, nous sommes au front comme ça. Vous étiez au front et vous avez pris... Et puis c'est ça, je dis que il y a deux cas. Vous êtes journaliste, soit vous allez en reportage, vous allez en mission, en reportage, vous nous rapportez les faits qui y sont, ou bien on nous rapporte votre mort. La vie est un choix. C'est clair. C'est pas votre... Mais attends. Non, mais c'est un journaliste... Excusez-moi, c'est un journaliste de terrain. Donc il va au front. C'est un militaire. Mais son arme, c'est quoi? Sa caméra, son micro, voilà, son stylo, sa plume, c'est tout. Donc c'est un combattant, c'est un militaire qui est là. Donc vraiment, moi je dis que c'est triste. Vous n'êtes pas, la vie est un choix. On parle de liberté de la presse, vous n'êtes pas obligé d'aller au front. Ça peut dire reporter. Reporter, ça s'écrit R-E-P-O-R-T-E. Mais vous pouvez reporter également votre mission. Voilà, c'est la même chose, c'est écrit. Reporter, vous pouvez reporter, vous n'êtes pas obligé. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Et vous prenez des risques, il y en a qui sont capturés quelque part dans les endroits. C'est pourquoi il y en a qui sont très malins. Vous voyez, il y a des journalistes, des reporters sonores. Oui, eux, c'est en fonction du bruit. Là, il est là comme ça, il fait ça. Ouais, mesdames et messieurs, je suis là en ce moment, les faits, puis on attend bout. Voilà, les rebelles sont en train d'attaquer de l'autre côté. Mais lui, il a arrêté ici. Vous vous êtes retrouvé le 17 février dernier à Bleu-le-Quin. Justement. En vue de préparer la journée internationale de la femme. Justement. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Alors, le 17 février, j'étais dans cette ville-là. Bleu-le-Quin est situé à 400 km à l'ouest de la Côte d'Ivoire, à 400 km d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. J'ai séjourné dans cette ville du 16 au 18 février. Du 16 au 19 février 2018, à l'occasion d'un reportage que je préparais justement pour la journée internationale de la femme, c'est-à-dire le 8 mars. C'était un reportage sur l'autonomisation de la jeune fille à l'ouest. Et nous étions dans cette ville-là, le 17 février, lorsqu'un malheureux événement a survenu. Je pense que l'actualité, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils le savent que dans cette ville-là, il y a eu un affrontement entre un gendarme et un motocycliste. Malheureusement, les deux sont décédés au cours de cet événement malheureux. Et comme on dit chez nous, j'étais là au bon moment, au bon endroit pour relayer l'information. Mais compte tenu de ce qui a survenu... Bien que n'ayant pas forcément assisté aux faits. Je n'ai pas assisté au lynchage du gendarme, mais j'ai eu la chance de voir ce qui s'est passé après. Et j'ai eu la chance aussi d'interroger ceux qui ont assisté à cette scène-là. Quel était donc le lien avec cet incident-là? Alors, j'étais là, j'étais le seul journaliste reporter d'images dans cette ville. J'avais été conseillé par certaines personnes parce que je voulais aller sur le terrain, essayer de constater ce qui est arrivé et faire écho, puisque j'étais le seul journaliste là-bas. J'avais été déconseillé par certaines personnes qui m'ont dit donc que le milieu, la région est très dangereuse. Il ne faudrait pas risquer votre vie parce que si vous allez, c'est sûr que quelque chose peut se dérouler. Je lui ai dit, mais écoute, c'est mon métier. Je suis dans la ville, je ne peux pas voir ces genres de choses se produire et puis rester là. Même si ce n'est pas la mission pour laquelle vous êtes là, il faut quand même, par curiosité. Voilà, justement. En fait, je veux dire que nous, on a été un peu formatés dans l'esprit des scoops et de l'exclusivité. C'est un peu comme ça. Donc, vous voyez un événement, on n'a pas besoin tout de suite de vous dire d'aller, non. Quand vous sentez le coup, vous partez. C'est comme ça que nous sommes allés sur le terrain. Et dans notre enquête, on a voulu en savoir davantage. Et un motocycliste qui était mort dans cet affrontement, il habitait un quartier qui était en face de la gendarmerie de Bleu-le-Quin. Et je voulais aller dans ce quartier-là, rencontrer la famille de ce jeune homme qui a été tué. C'est comme ça que je suis tombé sur un groupe de jeunes foules, au moins une centaine de jeunes surexcités. Quand ils ont vu la caméra que je tenais là, tout de suite, ils ont dit non, que c'est vous les journalistes qui tronquez les faits, mais on va te faire ta peau ici. Oh là là. Quand on vit ce genre d'événement, c'est-à-dire que vous venez d'avoir l'information selon laquelle un villageois a été tué et un gendarme a été lynché, et vous vous retrouvez entouré de ces personnes qui ne vous comprennent apparemment pas.
vous savez qu'il va se passer quelque chose. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Vous êtes sûr. Vous voyez très souvent quand on attrape souvent les voleurs à Djamé, les voleurs de portable à Djamé dans la foule, vous lisez un peu sur le visage de celui qui a volé. Vous sentez que soit il regrette ou bien il sait que quelque chose de pire va se produire. Très souvent, certaines personnes par émotion, c'est-à-dire que dans la foule, ils peuvent l'épargner. Ou bien d'autres aussi peuvent dire tuez-le. Tuez-le. On ne sait pas ce qu'il a fait, mais c'est un voleur, il faut le tuer. Et vous savez, à cet instant-là, c'est ce que je ressentais. Je n'avais pas volé, je n'avais rien fait, mais j'avais peur. Je me disais qu'on pouvait me lyncher, on pouvait me tuer à tout moment. Et c'est ce sentiment-là qui anime très souvent les voleurs quand on les attrape. Souvent à Djamé, quelque part, où il y a une foule autour d'eux, les cailloux qui pleuvent. C'est ce que j'ai vécu. J'ai subi le traitement de quelqu'un qui a volé, qui avait fait du mal. Est-ce qu'en même temps, vous avez le regret de votre choix professionnel? Je n'ai jamais regretté cela. Vous ne vous dites pas, j'étais là pour un reportage sur les femmes, sur la Journée internationale de la femme, mais qu'est-ce qui m'a amené à me mêler de ce qui ne me regarde pas? Non, il n'y a pas ces idées-là quand même. Quelques secondes? Nous sommes des humains, Caroline. Je suis le seul fils de ma mère. En plus? Oui. J'ai 35 ans, je n'ai pas encore de gosses, je ne suis pas marié. Vous voyez, je me disais que dans les 5 secondes qui suivaient, je pouvais mourir. Mais à cet instant précis, je pensais à ma mère. Je pensais à ma mère qui n'était même pas du tout au courant que j'étais à l'Ouest pour un reportage dans le cadre de mon boulot. Et qui peut-être allait apprendre que son fils a été tué froidement parce qu'on a vu les images du gendarme. Ces images ont circulé sur les réseaux sociaux, on a vu. Et j'étais proche. J'étais proche de cette scène-là. Mais justement, est-ce que vous avez pris des photos ou des vidéos? Est-ce que vous avez capturé ce moment-là? Vous l'avez fait? Les premières images, justement, les premières images sur cet événement, c'est moi qui ai posté les premières images. Les premières images, c'est-à-dire que de l'assassinat du gendarme, quand moi, écoute, j'ai été agressé et que sur le champ, j'ai été conduit à l'hôpital. Les images avaient à côté de moi le correspondant de AIP de Blolequin, Aimé Sylvain Gaël Bossilly, qui était avec moi, c'est lui qui m'accompagnait. Il prenait les images et on a posté ces images. Et c'est comme ça que certains de nos collègues, de mes collègues, ont vu ces images. Ils ont commencé à alerter l'opinion nationale et internationale. Vous aviez les villageois en furie autour de vous avec votre caméra. Oui. Finalement, votre caméra va se retrouver quelque part. On s'est retrouvés, j'avais la caméra là, telle que je tiens là, dans la main. Et lorsqu'ils ont vu la caméra, on a été tout de suite encerclés et entourés. Et certains déjà scandaient dans la foule, écoute, on n'a rien à voir, vous n'avez rien à voir, vous n'avez rien à faire ici, voilà, tuez-le. Est-ce que parmi les badauds qui vous entouraient, il y a certaines personnes qui ont demandé à voir dans la caméra, à voir les images? Justement, certains ont cherché à voir. Certains ont cherché à voir. Tout de suite, j'ai essayé, je me suis exécuté. Mais bon, faut dire vous avez fait semblant d'essayer parce qu'ils ne savent pas manipuler la caméra. Je leur ai montré, justement, ils ne savent pas manipuler la caméra. Mais je leur ai montré. Mais j'avais pris des images et j'avais peur. Je me disais, si parmi eux, par mes gardes, d'autres s'y connaissaient par rapport à la caméra et qu'elles revoyaient les images dans la caméra, j'étais cuit. C'était cuit, c'était pas bon. Mais je leur ai donné la caméra et certains ont vu. Et après cela, on était dans la foule. Mais ça ne les a pas calmés. Ça ne les a pas du tout calmés. Comment est-ce que vous avez fait pour vous en sortir alors? Au moment où j'avais été encadré, j'étais là. On me lançait les cailloux, les bâtons pleuvaient, tout et tout. Et il y a un jeune homme qui est venu dans la foule. Il a dit, donne-moi ta caméra. Je me suis dit que c'était fini. Il a arraché ma caméra. De force. De force. Il est parti avec. Au moment où j'étais là, j'essayais d'expliquer aux gens parce que je leur ai montré mes cartes presse, les différentes cartes presse pour dire, ah voilà, je leur ai expliqué la mission pour laquelle j'étais là, tout et tout. Mais ils ne voulaient rien savoir, ils ne voulaient rien comprendre. Et je prenais le coup. À un moment, il y a un qui a dit, si tu ne cours pas dans les 5 secondes, tu vas mourir. J'étais là, je me dis, attends, je suis entouré de moins d'une centaine de personnes, je suis dans le quartier, je suis étranger. Et si je cours, je vais légitimer leurs mauvaises intentions parce que je vais leur donner ça. Si je me reproche quelque chose, je vais courir. Et si je cours, forcément, je vais légitimer leurs mauvaises intentions. Donc, je ne cours pas. Mais à un moment, je me suis dit, écoute, si j'ai encore 1 minute pour me battre,
pour essayer de m'accrocher à la vie. J'ai encore des jambes. L'instinct de survie. Je ne suis pas handicapé. Si je peux courir, je cours. Le jeune qui a arraché la caméra, en fait, il a dit en français, il a bien prononcé la phrase « Donne-moi ta caméra ». Et j'ai même pas eu le temps de discuter. Il est venu. Il dit « Donne-moi ta caméra ». On peut discuter avec lui. Je pensais qu'il a dit que c'était des analphabètes, donc là c'était en guéré, peut-être. Bon, Dieu, ma caméra, Donc finalement, j'ai décidé de courir. Mais je vais courir pour entrer où? Un quartier que je ne connais pas, je ne connais personne, je ne parle pas guéri. Je vais rentrer dans une maison, peut-être que c'est là-bas même qu'on m'attend pour me faire la sauce. Donc finalement, je ne savais pas quoi faire. Mais j'ai couru au moins sur une distance de 100 mètres. Et au moment où je courais, c'est les cailloux que je prenais dans le dos. C'est les bois qui pleuvaient. À un moment, j'ai couru pendant une distance de 100 mètres. J'ai pris un caillou dans la cuisse et je suis tombé. Avant ma chute, il y a une machette qui est venue et qui m'a sectionné le bras là, à l'épaule là. Et j'étais là, l'os du poignet était sorti. Et j'étais là, je ne pouvais plus rien faire parce que mes pieds, je ne pouvais plus bouger mes pieds. Et mon bras aussi, franchement, me faisait terriblement mal. Je ne pouvais absolument rien faire. Et à un moment, le réflexe que j'ai eu, parce que je sentais en quelque sorte la mort venir, excusez-moi, mais je suis chrétien, je me suis mis en genoux. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier, j'ai dit, écoute Seigneur, si je dois mourir, épargne-moi cette mort atroce. Parce que je n'ai rien fait pour mériter cela. Au moment où je priais, le jeune homme qui était revenu avant, qui avait pris ma caméra, il est revenu. Il est revenu, c'est lui qui avait arraché ma caméra. C'est lui qui est apparu et qui s'est jeté sur moi. J'avais déjà le bras qui s'enflait. Il s'est jeté sur moi et au moment où il se jetait, il a pris dans la nuque une machette. Voilà, il était en sang. Et il a pris quand même, il a eu le temps de me soulever parce que je ne pouvais pas marcher. Et il m'a soulevé, il m'a jeté dans la première maison qui était juste à côté. Il se trouvait que c'était une maison, je crois, qui appartenait, à sa famille. Et nous sommes rentrés là-bas, on s'est enfermés. Au niveau du droit de la communication, je veux dire, pour ce genre d'incident, qu'est-ce qui est prévu pour l'après? Je veux dire, quand vous passez à côté de la mort de la sorte, qu'est-ce que la maison pour laquelle vous travaillez prévoit? Vous savez, ça dépend souvent des contrats qu'on signe avec les maisons d'entreprise. Ça dépend, tu négocies ton contrat. Ou comme l'employeur, tu négocies ton contrat. Si tu peux, si tu l'obtiens dans ton contrat, c'est tant mieux. Si tu ne l'obtiens pas, tant pis pour toi. Quand ces gens d'événements surviennent, écoute, tu prends les... Voilà, tu assumes. Voilà, tu assumes. Donc, je vais dire qu'il n'y a pas d'assistante particulière. Ça dépend du contrat que vous avez négocié avec la maison. Voilà. Et après ce genre d'événement, est-ce qu'on réchigne à aller dans des zones à risque ou bien on se dit, c'est mon métier, de toutes les façons, à la vie ou à la mort, voilà. Qu'est-ce que vous dites? On ne réchigne pas. Vous voyez, par exemple, je prends l'exemple d'une sage-femme, quelqu'un qui aide une mère à coucher, qui voit chaque jour des naissances, qui assiste. Vous voyez, quand vous assistez à une mère qui paye son bébé pendant que vous êtes là sur le terrain, vous êtes démoralisé. Mais cela n'empêche pas, cela ne vous empêche pas de continuer votre travail au quotidien. C'est un peu ça notre métier. C'est un peu ça. Le danger, il est permanent. Les risques sont présents. Mais c'est la passion, elle est plus forte que tout. La passion est plus forte que tout. On vous demande de repartir à Bleu-le-Caire, là tout de suite, vous repartez ou pas? On va rester. Attends. Qu'est-ce que vous en savez, Chilo? Pour être sincère avec toi, je suis un homme. Il faut dire que j'ai été traumatisé pendant un mois. C'était difficile, mais aujourd'hui, je pense que si mon métier me l'exige, je partirai. Le stage, ce n'est pas forcément en entreprise. Il y a des stages de sorcellerie, des masques, porteurs de masques au village. Il y a tout ça. Oui, le stage, c'est l'apprentissage partout où vous êtes. Si vous avez appris à danser derrière le masque, vous êtes un stagiaire. Ou bien, oui, ça arrive. Et donc, le stage, c'est la formation. De quand on parlait des galères, mais c'est évident que cette galère-là vous forme. Vous allez pour une formation, puis vous rencontrez des personnes dont il faut gérer les humeurs. Il y a tout ça dedans. Il y a forcément une galère dedans. Vous rencontrez des gens bizarres. Et puis, c'est ça, c'est la galère. Surtout en Afrique, les stagiaires, généralement, ne sont pas rémunérés. Donc, souvent, le stagiaire, 18 h, il finit le boulot, il va demander au patron, je vais rentrer à la... Il cherche transport, en fait. Patron, j'ai rentré, hein. Patron, oui, il faut rentrer. Il revient encore. Il est rentré. Oui, il faut rentrer. Il dit, si tu veux, il faut dormir ici, là. Si tu veux, il ne faut plus partir. Mais c'est ça aussi la galère du stage. Et en même temps, on dit que... On voit beaucoup de stagiaires. Il faut vous parler souvent.
Mais vous venez en entreprise et puis c'est vous qui habillez plus bien que le patron. Ça fait un peu bizarre. Oui, c'est ça. Ça fait un peu bizarre. Quand vous arrivez, toi tu es plus sapé, surtout les filles même là même. Si vous tombez, vous êtes stagiaire qui a plus de 30 ans, votre patronne a 25 ans, et puis c'est elle qui va vous envoyer. Par exemple, généralement, il y a stage dans stage. C'est-à-dire qu'en Afrique ici, tu fais 3 mois d'aller acheter les galettes, 3 mois d'aller faire le transfert du patron, 3 mois d'aller charger la bouteille de gaz de la maîtresse du patron. Mais c'est ça le stage. Il faut accepter tout ça. Ça fait partie de la formation et ça vous forge. Ne dites pas non, 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 moi je suis venu pour travailler, donc ça va passer que tu vas m'envoyer pour aller charger la bouteille. Ça te forme. Parce qu'un jour, toi aussi, ta maîtresse, un autre stagiaire va aller charger la bouteille de gaz de ta maîtresse. Vous avez commencé par le droit. Pourquoi donc avoir abandonné le droit pour la communication? Alors, il faut dire que moi, je suis passionné de médias de communication. Et pour moi, en fait, ça a été un tremplin du droit au journalisme, passant par la communication. Parce que pour moi, un journaliste, c'est celui-là qui est censé avoir une solide culture générale. Donc, il était important pour moi de passer par le droit, qui m'a permis d'avoir une culture générale. Ensuite, j'ai fait du journalisme. Mais en allant faire le droit, est-ce que vous saviez que vous feriez plus tard le journalisme? Était-ce le choix des parents ou Oui, au départ, c'était le choix des parents. Après, je me dis, c'est mon père, il m'a dit, fais le droit, parce que le droit, c'est super bien. Après, tu peux avoir du boulot. Et j'ai fait du droit, mais sauf que je ne voulais pas aller loin dans le droit. Donc, je me suis dit, je me limite en 2e année, c'est le DUG en droit, et après, je vois ce que je veux faire. Et pour moi, cette base-là en droit m'a permis d'avoir une culture générale. Et ensuite, après ces années de formation en droit, je me suis orienté vers le journalisme. Et après le journalisme, la communication, et de là, tout est parti. Et comment vous êtes retrouvé en France? Alors, je cherchais des écoles en fait sur Internet et j'ai vu des écoles qui m'intéressaient, notamment des écoles du journalisme. Et il fallait présenter absolument le concours dans l'école. Et en fait, j'en ai parlé à mes parents, ils m'ont dit, tu fais du droit ici, ça sert à quoi d'aller faire du journalisme là-bas? En plus, c'est un domaine qui est fermé. Si tu reviens en Côte d'Ivoire, ça sera compliqué. Je leur ai dit, moi, je suis passionné par les médias et la communication. Et puis, je me sens apte à exceller dans ce domaine-là. Donc, laissez-moi la chance d'aller présenter le concours et on verra. Et je suis allé pour... et ils ont été convaincus juste sur la base de vos propos? Ils ont confiance. Après, je suis très bon à l'école. En droit, j'étais bon. Ah, d'accord. Donc, ils m'ont dit, de toute façon, on te fait confiance. Tu es un grand garçon, tu sais ce que tu fais. Vas-y. Et j'ai présenté le concours. Je suis allé à Paris. J'ai présenté le concours. Ça a marché. Je suis revenu. Je suis retourné. Vous passez par un concours pour accéder à une école? Le concours d'entrée de l'école supérieure de journalisme de Paris d'abord et ensuite pour l'école de communication, effectivement, on passe sur un concours et sur 200, on en prend 30. Donc j'ai présenté le concours et ça marchait également pour l'école de communication. Joe, il est fort, hein. Mais je veux dire, déjà pour la première école, comment ça s'est passé? Alors, l'école de journalisme, tout à fait. Quand je suis arrivé, c'était super compliqué. En plus, j'étais le seul noir en plus de ma promotion et de l'école. Africain en plus. Donc au départ, on me disait, mais toi, mais t'es noir, tu fais du journalisme, vous n'êtes pas très représentatif à la télévision, donc comment tu vas faire? Tu vas rentrer en Afrique? Je dis, mais non, je vais avoir de l'expérience ici, après ça dépendra des opportunités. Et je me suis donné les moyens, j'ai postulé partout, et même on avait une fréquence au sein de l'établissement qui s'appelle Fréquence EJ, c'est une fréquence radio. Et donc j'ai postulé dans cette école-là, dans la Fréquence EJ, on m'a accepté, j'étais présentateur en fait, j'étais des émissions de 20 h. Et pendant 3 mois, et après j'ai commencé à postuler en fait pour mes différents stages fin mai, fin juin. Et mon premier stage, c'était chez France 2 au service enquête et reportage, comme par hasard. Et c'était le 17 mai, jour de mon anniversaire. En fait, j'avais postulé 4 mois avant. Et je me dis, c'est peut-être un cadeau. On aurait dû quand même attendre le 17 mai pour vous recevoir, là. Ça a été facile pour vous d'aller à France 2? Non, j'avais postulé au mois de février. On me reprend au mois de mai. J'ai insisté au moins 15 fois. Parce que moi, je voulais vraiment faire un stage là-bas. Parce que, c'est pas que j'aime pas TF1, mais je pense qu'avec France 2, tu as plus l'opportunité d'apprendre, en fait, de proposer des sujets, etc. Donc j'ai postulé et puis après ça a marché. Il n'y a pas eu des gens qui vous ont découragé? Non, vous voulez postuler, ça va pas marcher, tout ça? Mes amis de l'école, ils m'ont dit, mais nous on est là, toi t'es africain. On nous a jamais pris, pourquoi toi on va te prendre et tout. Mais moi ça m'a pas découragé, j'ai postulé. J'ai postulé, ça a marché, j'ai fait 2 mois au service d'enquête et reportage. J'ai vu que je m'intéresse en fait à tout ce qui est culture, société, politique. J'ai demandé à travailler dans les services politiques et juridiques et le service culture, musique. Donc je bossais partout dans tous les services et c'est super bien passé. Vous avez appris, mais on sait que la vie de stagiaire, c'est jamais facile. Il faut dire aussi qu'en France, lorsque tu fais moins de 3 mois de stage, tu n'es pas rémunéré. Et après, tu as d'autres structures où tu fais 3 mois de stage, 4 mois de stage, tu n'es pas rémunéré. Mais chez France 2, en fait, j'ai fait 2 mois de stage, donc c'était normal que je ne sois pas rémunéré. Après, vu que j'étais bien, ils m'ont proposé 1 mois. Et vu que j'étais en vacances, donc j'ai décidé de poursuivre chez France 2. Et après France 2, l'année qui a suivi, quand j'étais en 2e année de journalisme, en fait, j'ai postulé dans pas mal d'entreprises. Et j'ai été pris en stage chez Africa Numéro 1, qui est de la radio panafricaine que tout le monde connaît. Et j'ai fait 3 mois de stage chez Africa Numéro 1, j'avais rien, même pas la prime de transport, rien. Je me réveillais à 6 h parce que je faisais la matinale, c'était la radio. Donc il fallait se réveiller à 5 h. Moi, j'étais en Ile-de-France.
Il fallait se réveiller à 5 h, prendre le premier train et parfois terminer à 21 h, le temps de faire des enregistrements, etc. Je faisais ça tous les jours pendant 3 mois. Et ils ont vu que j'étais bon. Après, ils ont reconduit 3 mois. Alors, ensuite, 3 mois, j'ai pratiquement fait 1 an chez African Laurent. Sans être rémunéré. Sans être rémunéré. Après, en toute chose, faut voir, moi, je ne voyais pas ce côté matériel en fait, de la chose. Ouais. Ce que je me disais, c'est important, c'est vrai, on travaille tous pour avoir de l'argent, mais c'est bien d'avoir la base d'abord. Et moi, cette formation-là m'a carrément forgé. Et grâce à African Laurent, aujourd'hui, j'ai eu des mentors comme Robert Braza, que tu connais, Phil Pombou, qui m'ont vraiment aidé. On leur fait d'ailleurs un gros coucou. On sait quand même comment c'est difficile la vie en France. Exactement, le loyer, comment est-ce que vous faisiez alors pour vous en sortir? Alors, moi, j'ai quand même la chance d'avoir des parents qui ont toujours eu confiance en moi, qui ont cru en moi, donc qui m'aidaient en partie. Mais il faut dire aussi de mettre en libre. Ils vivent où? Ici ou là-bas? En Côte d'Ivoire. Ils sont ici, mes parents. Je vais faire un coucou d'ailleurs. Je crois qu'ils regardent l'émission. Il y a ma mère qui suit l'émission, donc petite dédicace. Qui n'ont pas lésiné sur les moyens, qui m'ont dit voilà, on sait que tu es grand, tu sais ce que tu veux. Après, c'est un investissement, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Et puis, c'est parti de là. Et après, je me démerdais un peu pour avoir un peu de sous pour arrondir mes fins de mois. C'est vraiment pas facile. Quand tu es stagiaire, que tu n'es pas rémunéré, en plus tu as le loyer, tu as le transport, c'est archi compliqué. Et je m'en suis en sorti. J'ai fait 1 an de stage chez African Laurent. À partir de là, j'ai pu avoir des contacts et j'ai créé mon propre site internet qui est Steph Media où je rédigeais des articles. J'ai eu à faire pas mal d'interviews, d'où l'interview avec Jean Ping, Ina Moja, Stanley Elno et tout. Et à partir de là, j'ai eu pas mal de contacts. C'est vrai, vous êtes un stagiaire, vous faites vos premières armes, je peux m'exprimer ainsi. Alors, comment est-ce que vous arrivez quand même à gagner la confiance de ces stars-là? Oui. Tout le monde m'aimait bien parce que je travaillais bien, j'étais disponible, en fait, j'étais très ouvert en fait, pour tout le monde. Et on me disait à chaque fois que les invités arrivaient, c'est moi qui les recevais en fait. Vu que je connaissais pratiquement tout, j'ai fait 6 mois de stage, déjà je connais tout le monde, je sais comment ça se passe. Donc après, j'approchais ces invités-là, on en parlait, ils ont vu que quand même dans mes démarches, j'étais très constructif. Ils m'ont dit, il n'y a pas de raison pourquoi on ne t'accorde pas d'interview. Et c'est passé comme ça en fait. Et je veux dire, parmi toutes ces interviews, laquelle vous a le plus marqué? Jean Ping. Ah bon? Pourquoi? Il me dit, j'ai 1 minute. Faire une interview en 1 minute, c'est impossible. Donc il me dit, non, moi j'ai pas le temps, c'était pendant la campagne présidentielle. Il me dit, j'ai 1 minute et tout. J'ai dit, ok, on y va. Et finalement, on a fait 5 minutes. Après, il m'a dit, c'était bien. Il me dit, t'es de quelle origine? Je suis ivoirien. Il me dit, ah, c'est bien la Côte d'Ivoire et tout. On a vraiment échangé. C'était bien. Et juste après cela, après ce stage? J'ai postulé chez Dentsu, qui est le monde de la communication et des médias. Et le premier jour en même temps, ils m'ont dit, ah oui, ton parcours, il est vraiment beau. Tu as fait France 2, tu as fait African Laurent, tu es entrepreneur parce que tu as ton site internet. Donc nous, on préfère quelqu'un qui est mature. Automatiquement, en fin de journée, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, ça marche. Et j'ai fait les démarches avec l'école. Et je suis chez Dentsu. Je suis consultant média chez Dentsu. Donc, un consultant, c'est celui-là qui est censé proposer des recommandations stratégiques en fait, pour développer des marques. Donc, on travaille en fait tout ce qui est achat d'espace publicité également. Donc, ça rejoint le monde des médias. Pour ça, je dis que ça a été un tremplin pour moi, du droit au journalisme, passant par la communication, etc. Ça m'a permis d'avoir une vraie base. Aujourd'hui, ça m'aide en fait, bien que j'ai eu une formation assez atypique, mais ça me permet d'accroître en fait dans mon domaine. Et pour moi, je me dis, j'ai l'opportunité aujourd'hui de travailler dans le journalisme ou dans la communication. Ça a été quoi votre plus grande difficulté en tant que stagiaire? Il y a des difficultés dans le fond et dans la forme en fait. En tant que stagiaire, c'est le fait de ne pas avoir été rémunéré pendant combien de mois. Mais heureusement pour vous, vous avez quand même vos parents. Oui. Mais j'imagine comment est-ce que vous raquettiez de temps en temps, enfin, je sais pas. D'accord. Non, il m'aidait parfois. Robert Braza et tonton Phil. Tonton Phil. Qui m'aidait parfois et tout, il voyait la difficulté. Mais côté difficulté, c'est lorsqu'on partait en reportage. Et même, je me rappelle pour l'attentat de Charlie Hebdo, j'étais stagiaire, on m'a dit, tu veux, ils font exprès, tu veux partir en reportage oui. Ok, vas-y, dans 30 minutes, tu vas. C'était chaud. J'ai appelé mon père, je lui ai dit, il me dit, toi, t'es stagiaire. Et puis, tu vas aller te mettre dans des trucs comme ça, c'est compliqué. Vous êtes parti pour le reportage finalement ou pas? Charlie Hebdo, oui. Avec la peur au ventre ou pas? Au départ, ouais, mais sur le terrain, je me sentais à l'aise. Je me sentais à l'aise et c'était bien. Mais quand on sort de là, de ce genre, on va dire, de reportage, comment est-ce qu'on se sent? On se sent fort. On se sent fort? Oui. Tu as la confiance en soi. C'est très important. Donc, on se sent fort pourquoi? Moi, je veux savoir. Parce que c'est pas évident ça comment? Pour l'avoir échappé ou bien je sais pas. Tu sors pas. Toutes les personnes à Paris, le lendemain, on dit tout le monde restez chez vous. Les trains, tout, attentat. Toi, tu sors.
En tout cas, là, c'est ça fort, vraiment. Mais après, quand tu es passionné par un métier, il n'y a pas de raison, tu donnes les moyens, en fait. Et moi, je me suis donné les moyens. Vous qui avez cette expérience-là, excusez-moi, vous qui avez cette expérience, vous avez eu la chance quand même d'avoir un peu eu l'aide des parents au pays, voilà, qui vous envoient quelque chose, tout ça, plus d'1 an, Africa numéro sans être rémunéré. Mais est-ce que pour être un bon stagiaire, c'est-à-dire pour réussir dans ce domaine-là, est-ce qu'il faut forcément avoir recours aux parents? Bien, si quelqu'un, par exemple, je vais dire, qui n'a pas les moyens, oui, mais vous avez la chance d'avoir des parents, voilà, quelqu'un qui a plus les moyens, qui n'est pas truc, est-ce qu'il peut réussir dans ce domaine-là? Oui, bien sûr. En même temps, je te dis, mes parents m'ont aidé, mais mes parents ne m'aidaient pas tout le temps. Ça, tu es un grand garçon, mais qu'est-ce que vous faisiez pour les boulots étudiants. Mais arrivé à un certain moment, vous étiez aussi pigiste. Pigiste, je veux dire, à cause de vos compétences. Exactement. Quand tu es pigiste, en fait, tu es rémunéré en fonction du nombre d'heures que tu fais dans une boîte ou tes articles que tu rédiges. Et vu que j'avais mon site internet, en fait, tu avais d'autres collaborateurs qui venaient vers moi et ça décollait de là. J'étais pigiste et je m'en sortais par ça. Enfin, et même au niveau de la radio, vous remplaciez de temps en temps. Exactement. Je dis, ça a été un mal pour un bien finalement, parce que je me rappelle une fois le directeur de la radio, qui m'a appelé à 23h en fait, qui m'a dit Djeneba, c'est la présentatrice de la grande matinale en fait, qui était malade. Et il m'appelait à 23h, il me dit il faut que tu arrives ici à 6h. Moi je suis en Ile-de-France, j'étais genre à 30 minutes de la Bastille, là où il y a le siège d'Africa numéro 1. Donc j'ai pris le premier train, j'avais même pas dormi parce que j'étais stressé, il fallait préparer des brèves et tout. J'avais pas eu le temps et je suis arrivé, j'ai improvisé pour le premier flash. J'ai improvisé, j'ai rédigé 2 brèves, il fallait enregistrer 5. J'ai rédigé 2 et après j'ai improvisé pour la deuxième brève. Je m'en suis Et comment ça s'est passé? C'était hyper stressant. Mais tu avais toujours Phil. Parce que Phil de la grande nationale de Robert Braza. Franchement, c'est ces personnes-là qui m'ont toujours motivé. Et tu as ici aussi, tu as Stéphanie Hartmann, tu as toutes ces personnes-là qui m'ont motivé, qui m'ont donné de la force aussi. Il y a eu des moments où vous avez eu envie quand même d'abandonner? Oui, ma plus grande déception d'ailleurs, c'était le projet Voyage au cœur de l'Afrique. Je crois qu'il y a le visuel qui défilait. Voyage au cœur de l'Afrique, c'était un projet, en fait, c'est une émission qui parlait des pays d'Afrique, en fait. Je voyageais, enfin j'étais à Paris et dans l'esprit, en fait, le concept c'est de voyager, de découvrir en fait plusieurs pays d'Afrique et des endroits pittoresques, etc. et tout. Et le directeur au départ, il a validé. Au bout de 2 mois, il a dit non, on n'a pas assez de moyens et puis ça nécessite d'avoir plusieurs sponsors. Et c'était archi compliqué, donc il m'a dit vas-y, on stoppe là. Et les auditeurs qui appelaient, ils n'étaient pas d'accord, mais non, on aime bien l'émission, après on ne connaît pas tous l'Afrique, parce qu'il y en a qui sont nés là-bas, qui ne sont jamais venus en Afrique, donc ça permet d'avoir déjà une vision de l'Afrique et tout. Et après, il n'avait pas les moyens, c'était une grande déception. C'est là que je me suis dit, je suis un grand garçon, si ça ne marche pas là-bas, autant me lancer dans la communication aussi et puis voir, tant que tu as les bases qu'il faut, ça marche. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? Alors, dans le journalisme, j'adore informer. Tout ce qui est recherche d'informations, parce que tout petit, j'adorais parler, j'adorais me documenter et expliquer en fait ce qui s'est passé pour moi. C'est de là qu'est venu le déclic et tous mes amis, dès le lycée, m'ont dit toi, tu vas terminer journaliste ou écrivain. Et je pense que c'est la lecture en fait qui a fait que je suis passionné par le journalisme et la recherche de l'information. C'est très bien. Marie-Nicole? Vous avez posé ma question. En fait, je voulais juste lui demander son retour en Côte d'Ivoire. Oui, les opportunités. Il n'a pas envie de revenir. Non, je dis je suis ouvert aux opportunités, après ça, on discute, tu vois. Donc si vous avez l'occasion, une bonne opportunité, vous reviendrez Exactement, au pays. Oui. Voilà, c'est un exemple, vous êtes en train de le regarder là. Ça, c'est un exemple, c'est un jour, il est parti, il compte revenir au pays, voilà. Mais en même temps, les stagiaires qui vous suivent, et qui nous suivent en ce moment, quelle attitude un bon stagiaire doit avoir en entreprise? Moi, je veux dire, si c'est quand trop, on stage, vous donnez l'attitude d'un mauvais stagiaire. Là, comme ça, quand on a un mauvais, là, beaucoup l'on peut connaître. Non, quand tu es stagiaire, on dit fais ça, on va faire des photocopies. Moi, j'ai eu à faire des photocopies, ça ne m'a pas dérangé, j'ai pas fait la grosse tête. Tu vas faire des photocopies et après, tu montres que tu as vraiment envie de toucher à tout. Il ne faut pas te limiter, on te dit, tu arrives dans un stage, on te dit, tu es au service enquête et reportage. Tu dis, ouais, je suis au service enquête et reportage, mais je vais être dans le service politique, je vais être dans ce service. Touche à tout. Et après, c'est toujours bénéfique, ça sert toujours. C'est très important aussi quand tu fais un stage. C'est de là que tu te fais remarquer. C'est ça. Positif. Montrer que tu as vraiment envie de rester dans la boîte, montrer que tu touches à tout. Aujourd'hui, être polyvalent, c'est la base pour moi. Et vous, quelles sont les qualités que vos employeurs vous trouvent généralement? On me dit j'ai le sens du relationnel, je suis très disponible, ouvert d'esprit et très mature. Donc je pense que... Oui, vous êtes mature, ça se voit. Mature. Tu m'insultes. Sans ignorer que chacun de nous a un talent en lui. Voilà, on a un talent en soi, ce talent est là, mais il va falloir... Le plus important, c'est de détecter ce talent-là. Et la musique, pourquoi vouloir... c'est-à-dire, vous retirez, vous éloignez de ce qui vous est collé à la peau. Non, 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 vous êtes directeur général. Le directeur général même là, c'est un titre, c'est un simple titre.
Mais Dieu a quelque chose, ça dit, moi au-delà, je suis professeur de philosophie, mais j'ai l'humour. Ça, dans quelle université? Voilà, professeur, oui, philosophie à l'université. Les gens, ils savent. Vous avez ça en vous. Ça fait venir à ce don-là. Vous avez ça en vous. Vous pouvez Boigny aimer la boxe. Mais il était le fondateur de la nation, président de la République, mais il aimait voir deux personnes se battre. C'est là, c'est le talent. Regardez des gens se battre. Benazadi Zaourou, Didiga, il était ministre de la Culture, mais il était chansonnier, je ne sais pas comment il faut le dire. Oui, c'est ça, non? Il était homme de parole, musicien, tout ça, là, il était parolier, musicien, écrivain. tout ça là. Donc, il y a ça, vous avez ça en vous. Mais ce monsieur qui est à côté de vous là, il est talentueux, c'est un grand acteur qui est là. C'est un grand... Regardez, c'est un grand acteur. Il a ce don-là à lui, chacun de nous a ça en lui. Mais je vais dire que, voilà, regardez. Vous allez voir Jean-Michel tout à l'heure à l'œuvre, le premier truc le premier, je sais pas comment dire, la famille Juju. Premier épisode, regardez, quand il est arrivé de Paris, regardez, c'est un acteur. Ça, c'est un acteur qui est là. On s'est vraiment marré. La façon dont il est sorti, la façon dont il a fixé la caméra. Mais c'est un acteur. Il aime la chose. Voyons bien, le titre de Je vais trop parler, c'est un titre. Vous avez peut-être qu'il y a des gens, je ne parle pas de vous, il y a des gens même qui trichent jusqu'à avoir 2 A. Mais ce n'est pas eux-mêmes, leur personnalité. Parce que c'est la tricherie qui les a amenés là-bas. Mais ce que Dieu a mis à eux, pour vous, c'est ça qui est la musique. Mais sachez faire la différence entre le boulot du directeur général et la musique parfois. Donc imaginez si quelqu'un rentre dans votre bureau, vous voulez peut-être faire du zouk comme ça, vous dites, ah, à votre secrétaire, chérie, viens, on va tester mon zouk. Et puis quelqu'un rentre, il vous voit, la société va prendre un coup. Vous avez eu un brillant parcours scolaire, un brillant cursus scolaire, soldé par un diplôme en génie civil de l'INSTP, c'est bien cela. Ensuite, une belle carrière professionnelle, j'ai envie de le dire. À quel moment vous avez donc senti le besoin d'exprimer votre talent? Alors, il faut dire, il y a des passages que je mets en blanc, parce que c'était des passages où je me cachais pour aller faire de la musique. Ces passages-là, ma mère ni mon père ne le savaient pas. Donc, il a fallu que je trouve, pendant les vacances, je ne faisais pas ça pendant que j'allais à l'école, parce que j'étais à l'internat. Donc, je profitais des vacances et avec un groupe de jeunes, dont Tampico, le gars d'Ozigraé, et puis un autre, René, on avait formé un quatuor et on allait donc, on faisait de la musique. On avait aussi une ambiance qui prévalait à l'époque. À l'époque, c'était l'époque où on avait de petits groupes qui se fondaient pendant les vacances et puis à la fin des vacances, c'était terminé. J'avais eu la chance, comme j'étais à la paroisse Saint-Pierre, qui était en relation avec Sainte-Jeanne d'Arc, j'ai eu la chance aussi de jouer avec les grands de la chorale de Sainte-Jeanne d'Arc. Notre petite curiosité est de savoir comment s'exprime de façon très concrète votre passion pour la musique. Est-ce que vous reprenez des standards nationaux et internationaux, ou est-ce que vous êtes vous-même de façon très créative, auteur de chansons nouvelles, sorties tout droit de votre imagination? Alors, je vais vous dire, au départ, je me suis fortement inspiré de chanteurs tels que Joe Cocker, des gens comme, j'allais dire, The Creedence Clearwater, des gens qui m'ont appris un peu le sens de la mélodie. Et puis aujourd'hui, ben, à l'occasion du décès de ma mère, j'ai décidé de composer. Donc j'ai composé. Mais j'allais oublier quand même. Ma première composition, elle date de l'époque de notre petit groupe de vacances. J'étais en classe de première et on jouait dans un club. Non, pas dans un club. On jouait au foyer de Trècheville, au foyer catholique de Trècheville. On jouait là et puis je me suis amusé à créer une petite mélodie et écrire une petite chanson. Voilà, ça a été la toute première. Vous vous rappelez encore les textes de cette chanson? Going in the street, seeing a little girl and tell him that
it's not too late. Hein? Ça sont les paroles, hein? Voilà. chose très intéressante que j'aimerais ajouter en ce qui me concerne, c'est que vous avez commencé par imiter, et je lisais quelque part que celui qui ne commence pas par imiter ne deviendra jamais original. Et finalement, vous êtes aujourd'hui auteur-compositeur, chose que nous saluons très fort aujourd'hui. Mais voilà, je compose. Voilà. Mais la première chanson que j'ai composée, c'est une chanson que j'ai composée au forceps. J'avais mal et ma mère était décédée et j'avais décidé de lui rendre hommage. Voilà. Mais c'était une chanson pour dire que j'étais tout seul puisque j'avais déjà perdu mon père, je perdais ma mère et je me sentais tout seul. Je disais à Dieu de me fortifier, de me donner la possibilité de traverser le temps parce que je n'ai plus. Oh. Compétition. Sachez que vous avez une famille. Ouais. Vous avez une famille. On est avec vous, monsieur le directeur. Merci beaucoup, public de ce midi. Alors, je veux savoir, est-ce que cette chanson a été pour vous une sorte d'exutoire ou de thérapie? Oui, oui. Ça vous a beaucoup aidé? Ça m'a aidé, ça m'a aidé. Ça m'a beaucoup aidé, effectivement. Ça m'a beaucoup aidé et ça m'a encouragé à aller plus loin. Il est directeur général de société. Malgré cela, il exprime aisément son art. Et moi, j'ai envie de savoir à quel moment il le fait. En présence de qui et où? Alors, j'embête tout le monde à la maison parce que lorsque je rentre dans la salle prévue pour mes inspirations, c'est-à-dire la salle de bain, ben c'est là qu'on entend la voix. C'est pas du rossignol, hein, mais la voix de quelqu'un qui embête tout le monde, qui chante et qui, à ce moment-là, a ses inspirations. Souvent, je me lève et puis j'ai une mélodie qui me trotte dans la tête et puis je compose. Et mon directeur artistique, le maître de chœur de Saint-Jean-Eudes, me dit il ne comprend pas ce qui m'arrive parce que lui qui est maître de chœur, pour composer une chanson, il lui faut des mois. Et moi, en 2 jours, je compose une chanson avec la mélodie, les textes et tout. Je ne comprends pas. Et je veux dire, généralement, c'est quoi la réaction de vos collègues? Alors, vos collaborateurs? Mes collaborateurs? Vos employés? Je leur ai donné un peu le virus. J'ai même mon directeur financier qui s'est mis à faire du saxo et qui joue aujourd'hui du saxo. Et vous êtes un influenceur? Ben, je dois les influencer parce que la culture, les arts, c'est fait pour... c'est là qu'on voit votre intelligence. La culture, les arts, c'est là qu'on voit votre finesse. Un peuple qui n'a pas de culture, qui ne met pas en avant les arts, c'est pas un peuple. C'est inexistant. Et je pense que dans tout peuple, et tout ce qui nous motive, c'est notre culture. Et je pense que l'art, la culture, exprimée par des gens, démontre leur intelligence. Alors aujourd'hui dans le club c'est midi, le résultat du jeu de la bio décalée façon Jean-Michel Lenain, qui a été remporté justement par une jeune demoiselle, elle s'appelle Nadola Yeo, qui a fait une bio décalée de Caroline da Silva que j'ai particulièrement appréciée, je vais vous la lire assez rapidement. Alors Caroline da Silva, elle a trouvé les mots lover, qui signifie en anglais amoureuse. Caroline est non seulement amoureuse de son travail, mais aussi de son public et de ses chroniqueurs. Elle ne manque pas de le dire, il ne faut surtout pas oublier la surprise de son époux sur le plateau, qui nous a marqué d'ailleurs, c'était ouf, c'était love quoi. Et ensuite elle a trouvé Nay, N-A-Y, qui est en arabe, qui désigne une flûte oblique originaire d'Asie centrale. Donc il s'agit d'une flûte, oui, Caro est une flûte. Cette flûte enchanteuse qui envoûte nos midis avec sa belle voix, sa maîtrise du micro et sa célèbre phrase « Parce que c'est midi, c'est maintenant !»
encore à 12e GMT, partout dans le monde, on est tous ces midis. On a tous à un moment été accros à cette émission, je crois que ça continue. Et ensuite, elle a trouvé l'AS. L'AS qui veut dire en ouchi meilleur. Meilleure tout simplement pour dire qu'elle fait partie de l'une des meilleures animatrices de la Côte d'Ivoire. Elle a toujours été... Quand même, ça c'est une réalité. Hein. C'est une réalité. Voilà. Donc elle nous dit par la suite, elle a toujours été travailleuse, motivée et l'élégance avec laquelle elle gère cette émission, waouh, c'est pas donné à tous. Ensuite, elle a trouvé Kadi. Alors c'est en malinqué, Kadi, c'est ça? Oui, Kadi. Alors en malinqué qui signifie donner, je pense, dans un autre sens. Ouais. Elle nous donne tellement son temps, son amour, son savoir et nous partage sa passion afin d'apporter l'élément épicé de la journée. Il y a aussi ses actions caritatives avec ses différentes ONG, toujours motivées à célébrer la vie. Eh bien, je profite donc de tout ça, de tout ce magnifique décor de gourmandise pour évoquer avec vous un bel ouvrage que je trouve à la fois sucré, salé, épicé aussi. C'est tout drôle. Ça s'appelle « Comment cuisiner son mari à l'africaine » et c'est signé d'une auteure camerounaise, Calixte Beyala. Eh bien, c'est un livre qui est très sympathique et drôle à souhait et qui nous amène à faire connaissance avec Aïssatou, une jeune africaine qui essaie de s'adapter à la vie occidentale, française. Elle fond totalement d'amour pour son voisin de palier qui s'appelle Monsieur Bolo Bolo et qu'elle essaie de séduire avec des recettes de chez elle, des recettes culinaires originales. C'est pas du tout facile aujourd'hui de séduire un homme avec la cuisine. Hein. Pas évident, mais sa persévérance va finir par payer. Eh bien, sur le style de l'auteur, il est très imagé, c'est bien à noter. Il est cadencé, il est hilarant avec des citations de proverbes africains assez riches. Et puis, entre chaque chapitre, des recettes de cuisine. Voilà, les chapitres sont assez courts, ils sont faciles à déguster. Et puis, le récit est plein de couleurs, de culture, de saveurs. À travers ce petit livre, on apprend un peu plus sur le contraste entre la philosophie de vie à l'africaine et occidentale, l'importance de se souvenir des conseils de maman, comme le fait Aïssatou dans cet ouvrage. C'est aussi une autre façon de découvrir la gastronomie africaine de manière très alléchante à travers le jeu des séductions du personnage principal, mais aussi des leçons de vie, des codes culturels. En amour, on l'apprend grâce à Calixte Beyala, le charme physique ne suffit pas, il faut toujours un petit plus. Par exemple, le charme culinaire. Et finalement, cet ouvrage, je pense, est un hommage à l'amour, à la vie qui se doit d'être épicée et surtout très gourmande. Je voudrais, pour finir, vous donner un petit gâteau de cet ouvrage-là. Merci. Je le lis. Je touille du piment rouge avec de l'ail. Le menu que je m'apprête à servir est à bouleverser les récepteurs de l'odorat, à chambouler chaque molécule, à mettre sens dessus-dessous tout le système nerveux par la succulence et son abondance. Des éclairs de plaisir me déchirent l'estomac. J'ai l'impression qu'un tapis de bonheur se déroule sous mes pieds et m'entraîne vers des régions de soleil et de nuages bleus. Entre la dépigmentation et le tchatcholi, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Bon, j'aime pas la dépigmentation en tout cas. Pourquoi? Mais c'est pas bon. En tout cas, c'est pas bon. Là, tu préfères le tchatcholi. Je préfère ça. Ah! Frité à moi, pas te mentir. Tchatcholi même, il y a au-dedans dedans. Mais le coup que c'est tchatcholi n'est pas sorti dans le soleil. Je préfère la dépigmentation. Voilà. Tchatcholi là. Tchatcholi, c'est pas dedans. Tchatcholi même, ça me plaît pas même. Il faut dire à tes soeurs que la dépigmentation est mieux, donc à laisser tchatcholi là. La dépigmentation est mieux que le tchatcholi. Voilà. Donc il faut rester femme originale, femme noire. C'est ça que Gigi. Entre la dépigmentation et puis le tchatcholi, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Je n'aime pas le tchatcholi même. C'est ce qu'il n'aime pas qu'elle a là. Tchatcholi là, il n'aime pas. Tu n'aimes pas, tu préfères la dépigmentation? Oui. Ok, donc si tu as un conseil à donner à toutes tes sœurs qui font le tchatcholi, pour leur dire que la dépigmentation est meilleure. En tout cas, moi je veux dire à mes sœurs d'arrêter de se pommader parce que c'est pas bon. Moi je ne me pommade pas. C'est à la pharmacie que je prends ma pommade. Là-bas, là, quand tu arrives, on te donne ce qui est bon. Pour le marché, là, c'est pas bon. Ça donne les brûlures au corps, tout ça là. C'est pas bon, donc arrêtez. La dépigmentation est mieux. Oui, la dépigmentation est mieux. En tout cas, moi je préfère la dépigmentation que le tchatcholi. Je préfère ça. Pourquoi? Parce que ça te rend plus fine, le teint plus bien que le tchatcholi. On a deux pratiques. Il y a le tchatcholi et la dépigmentation. Entre les deux là, qu'est-ce qui n'est pas bon? Les deux. Oui, mais il faut choisir un. C'est du pareil au même, je pense bien. Sûr? Oui. Vous êtes sûr que c'est pareil? C'est deux mots différents. Hein? Dépigmentation, tchatcholi, en français, c'est dépigmentation. Mettons, nous aussi, c'est tchatcholi. Vous êtes sûr que le tchatcholi n'est pas plus grave que la dépigmentation?
C'est pareil, les deux mêmes sont sales. Entre une fille qui se dépigmente et puis une fille qui se tcha, qui tu n'aimes pas? J'aime pas une fille qui se tcha. Pourquoi? Parce que ça me plaît pas. J'aime des filles qui sont naturelles comme moi. Parce que je suis naturelle. Donc tu préfères celle qui se dépigmente? Oui. Entre une fille qui se dépigmente et puis une fille qui se tcha, vous préférez quoi? Une fille qui se tcha. Parce qu'une fille qui se dépigmente, genre c'est plus fort que les produits qu'elle va frotter sur son corps. Donc le tcha est mieux. Deux jolis garçons, tu dois choisir un seul. Parmi les deux garçons là, il y a un qui se tcha, il y a un qui se dépigmente. Tu choisis lequel? Mais c'est pareil, non? Tu es sûr? Tcha, c'est la dépigmentation. Tu es sûr? Oui, c'est pareil. Tu es sûr qu'il n'y a pas un qui est plus grave que l'autre? Non, c'est pareil. Le tcha en Côte d'Ivoire, c'est la dépigmentation, franchement. Tu es sûr que le tcha n'est pas plus grave que la dépigmentation? Non, rien du tout, c'est pareil. On te présente deux gars. Parmi les deux gars là, tu dois choisir un. Un seul. Il y a un qui se tcha et puis il y a un qui se dépigmente. Entre les deux là, tu préfères lequel? Puisque moi, je me tcha déjà. Je ne vais pas prendre celui qui se tcha aussi. Il y a un qui se tcha et l'autre se dépigmente. Il faut choisir un. Mais celui qui se tcha, plus que pour le teint noir même, on peut payer un bon tcha pour faire ressortir ça. Je prends celui qui se tcha. Seigneur, tu nous as tout donné, mais pourquoi sommes-nous si orgueilleux? Pourquoi ne pas vivre dans l'amour et l'humilité? Mon Dieu, tu nous aimes. Apetoué nyonko, mais nous pointé meto. Apetoué nyonko, mais nous pointé meto. Mais n'aime pays comme mais nous non, mais mon c'est apetoué nyonko, mais nous pointé meto. Et voilà, j'ai été très heureuse de me retrouver avec vous, avec cette belle équipe, avec tous ceux qui ont travaillé pour que cette émission ait lieu. Et voilà, si vous voulez continuer de profiter de ce genre de moments, retrouvez-nous demain à partir de 12h sur RTI 1. Au revoir et très bon appétit à vous. On reste sur RTI.